Alors, je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et je suis responsable de l'agence digitale d'Archimag. Mais pour évoquer donc ce sujet du digital asset management, il nous fallait un expert. Et donc cet expert, on l'a en la personne de Frédéric Saluy, qui est fondateur et CEO d'Activo Consulting. Alors Frédéric, est-ce que tu Bonjour. peux nous dire quelques mots, voilà, quelques mots sur ton parcours dans l'univers du DAM et sur Oui, les missions d'Activo Consulting? oui, tout à fait. Merci Eric, merci à tous d'être là. Grand plaisir en tout cas de partager, comme je dis toujours, de l'expérience client. Oui, effectivement, je dis souvent Dam Manager depuis une bonne vingtaine d'années, puisque j'ai commencé au CERN à l'époque, dans les fins des années 90, à l'issue d'une thèse. Et c'était les tout débuts du DAM, puisque le DAM a pour origine la notion d'archive. Puis après, j'ai travaillé en tant que data manager aussi sur Hachette Philippe Image autour des agences Rafos, Soaki, Gamma, etc. Puis passé en agence de com avant de passer chez un éditeur, donc toujours avec des déploiements de solutions de DAM. Et depuis un an, effectivement, j'ai créé Activo Consulting, qui reste une petite société, hein. On est 4-5, avec des spécialistes du DAM, du PIM, du CMS, des documentalistes, parce que c'est très important également de pouvoir apporter ce service aussi de vocabulaire au niveau des clients. Et on sert un certain nombre de clients, essentiellement des marques, mais aussi des agences, des acteurs de la grande distribution. Et par exemple, je m'occupe actuellement du DAM Michelin, récemment démarré, au niveau mondial. J'essaye en tout cas on essaye de partager, de communiquer notre expérience, et puis en même temps on la vit au quotidien, ce qui est, je pense, le plus important. D'accord, très bien, merci Frédéric. Alors pourquoi ce webinaire sur le digital asset management maintenant? Alors d'abord parce que évidemment cette période se prête à la réorganisation de nos méthodes de travail et par voie de conséquence à la révision aussi de nos outils de travail. Ensuite, parce qu'Archimag vient justement d'éditer son nouveau guide pratique, le numéro 66, qui est consacré à la valorisation des ressources multimédia. Alors dans ce guide offre un large panorama du marché du DAM, de ses enjeux, de ses acteurs et des solutions qu'il compose. Un guide auquel d'ailleurs Frédéric a largement participé et que je vous conseille de lire si vous êtes à la recherche de conseils et de solutions. Alors, sachez également qu'Archimag a édité l'an dernier un e-book qui est entièrement consacré aussi au digital asset management avec plusieurs partenaires, là encore, dont Frédéric. Cet e-book, vous verrez, il y a le lien, vous aurez tous les liens, toutes les URL dans la présentation qu'on vous mettra après. Cet e-book il est accessible en ligne ou téléchargeable au format PDF et il mêle évidemment des contenus écrits mais aussi beaucoup d'interviews vidéo. On a essayé de varier les supports pour que ce soit plus interactif et plus sympa. Alors vous verrez, c'est très complet, ça vous donnera toutes les clés pour aborder le sujet en complément du guide évidemment. Et voilà, on vous enverra le support et toutes les URL pour accéder à ces contenus. Alors, je vous rappelle également que vous pouvez poser toutes vos questions via l'outil de questions de webinaire, des questions auxquelles nous répondrons en temps réel si on peut ou que nous réserverons pour la fin du webinaire si nécessaire. Enfin, voilà. Alors maintenant que les présentations sont faites, Frédéric, quand on parle de DAM, de logiciel ou de plateforme de digital asset management, on parle de quoi exactement? Alors effectivement, aujourd'hui le DAM effectivement a une certaine dire longévité en termes de système d'information en tant que tel, puisque c'est, comme je le précisais, l'origine est essentiellement américaine. Dans les années 90, on archivait des fichiers sur des disques et on a commencé à développer un certain nombre de logiciels autour de cette gestion d'assets. Donc le DAM, c'est quoi? À la base, c'est d'abord là un système qui va être capable d'organiser, de classer, de distribuer l'ensemble des actifs du système. Ces actifs aujourd'hui, bien entendu, ont évolué au cours du temps. Au départ, on parlait essentiellement de photos, mais aujourd'hui, on est dans un contenu extrêmement riche. Ce sont des photos, ce sont aussi des photos de très haute définition. Et le pourquoi aussi du DAM auprès de très gros acteurs de la distribution de la mode, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui gérer des photos de plus centaines de millions de pixels. La vidéo, qui est forcément au cœur de l'engagement client, et Dieu sait que la vidéo est un vrai sujet pour le coup, avec des formats extrêmement lourds. Je dis souvent, un giga de vidéo 4K de votre téléphone, c'est pas loin de 13 gigas, donc les volumes montent extrêmement vite. Le deuxième point, c'est surtout aussi la capacité d'intégrer des métadonnées, puisque le système DAM a pour fonctionnalité première
avant le partage même, de pouvoir retrouver ces assets. Et donc là, on a un certain nombre de métadonnées qui sont attachées à ces assets, qui en constituent la propriété. Et enfin, un cœur essentiel, c'est cette capacité à distribuer le contenu. Donc c'est pour ça que je dis souvent le DAM est d'abord un moteur finalement, qui est suffisamment puissant pour processer n'importe quel type de fichier, de pouvoir traiter n'importe quel type de fichier, de pouvoir les réorganiser avec des métadonnées et les distribuer le long de l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui. Alors, ça veut dire que tous les logiciels de DAM sont capables de gérer autre chose que des images, que des photos, que des vidéos. Ça peut être des documents aussi, ça peut être, Alors, je sais pas, des vues 3D, ça peut ouais, être tout des... à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, sur les documents, on va dire que le document classique PDF est quelque chose qui est vraiment intrinsèque aux solutions de DAM. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident en tant que tel, un document PDF. Il faut bien voir qu'il y a le document PDF qui sort de votre suite Office, qui est relativement simple. Même 1000 pages d'un document Word, ça va peser quelques centaines de kilos si on n'a que du texte en tant que tel. Ça peut être des documents plus complexes, et c'est aussi pour ça qu'on a cette série de webinaires. C'est-à-dire que si je prends le cas extrême, par exemple, du marché du packaging, où là, on a très souvent un PDF issu d'un fichier Illustrator ou InDesign, ou éventuellement d'un autre système propriétaire, on va se retrouver avec un contenu extrêmement riche, en très haute définition, avec des vecteurs en haute définition, des couleurs particulières qu'on appelle des pantones. Et là, on verra qu'effectivement, bah, tout le monde, tous les systèmes ne sont pas vraiment égaux à ce niveau aussi, puisqu'on est vraiment sur des fichiers très complexes. Maintenant, ça va quand on parle en tout cas d'assets extrêmement enrichis, effectivement, on parle de 3D. Alors on est encore un petit peu au balbutiement au niveau de la 3D, parce qu'on va dire qu'il n'y a pas vraiment encore de standard. C'est malheureusement un petit peu souvent les GAFA qui décident un petit peu de tout ça, donc il suffit qu'un Google et un Apple entre guillemets, s'entendent entre eux pour redéfinir un format. Ça reste un petit peu ésotérique encore. C'est-à-dire qu'on a des bonnes solutions, notamment des solutions françaises qui permettent aujourd'hui de visualiser de la 3D. Je citerai par exemple comme la société française Sketchfab, avec une expérience utilisateur extrême. Mais l'interaction avec le DAM, il y a seulement certains DAM aujourd'hui qui sont capables d'afficher correctement les choses. En tout cas, c'est un contenu extrêmement riche dans toute sa diversité, sa complexité. Et on va dire les systèmes n'ont jamais été autant mis à mal, on va dire, en tout cas pour avoir cette capacité à gérer, auquel on rajoute bien entendu la volumétrie, hein, puisque on fait de plus en plus de photos, de plus en plus de vidéos, et ça c'est un aspect non négligeable. D'accord. Alors, quels sont les usages maintenant du DAM? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi et on l'utilise dans quelle solution? Alors, tu parlais du packaging, mais j'imagine qu'il y Ouais, a alors des tas d'autres. initialement, d'ailleurs, c'est un petit peu le reflet d'ailleurs de mon parcours, puisque au tout départ, lorsque j'étais avec Hachette Philippe avec Images, au cœur des agences et des photographes, le DAM, c'était d'abord la gestion des assets et des photos. Voilà, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, en date de cette époque, on a un certain nombre de solutions aussi françaises qui datent de cette période-là, qui ont émergé, qui sont créées pour justement apporter ce service de photothèque aux agences photo. Au cours des années 2000 et aussi fruit de l'évolution des technologies, fruit aussi de l'apparition de la mobilité. À partir du moment où on a eu l'iPhone qui est arrivé, des changements de technologie, on était en Flash, on passe en HTML, tout ça a amené finalement les systèmes à sortir, on va dire, du cadre agence photo, musée, etc. Et finalement, et c'est d'ailleurs un petit peu la tendance que l'on voit aujourd'hui sur les dames, elle est de plus en plus vers la gestion de contenu marketing. Du coup, au niveau des usages, bah, finalement, je dirais, et c'est ce que je conseille très souvent, dans n'importe quel type de projet, que l'on soit une marque, que l'on soit un acteur de la grande distribution, qu'on soit un éditeur, le DAM reste la fondation pour gérer les assets. Donc du coup, cet usage, bah, finalement, c'est un petit peu toute entreprise qui peut s'en emparer. Bien entendu, il faut essayer de faire ça avec beaucoup on va dire, d'intelligence. Le but du DAM, c'est de réunir en un seul système l'ensemble des assets et donc d'éviter ce qu'on appelle la création de silos, mais en même temps de ne pas aller créer plusieurs types de dames, justement pour augmenter ces silos. Et malheureusement, c'est un petit peu ce que l'on voit souvent fluide, un petit peu on va dire, des passages des uns et des autres, quelquefois, bon, pas forcément avec une tactique, on va dire, certaine. Donc là aussi, je dis, répète, aujourd'hui, notamment au regard des technologies, le DAM est capable de gérer tout type d'assets. La volumétrie n'est plus un problème, les temps de calcul ne sont plus un problème, et donc du coup, aussi bien depuis une agence, comme on pouvait le gérer à 20 ans, jusqu'à maintenant une marque, et
éventuellement plus avec des acteurs comme le packaging, comme nous verrons dans un prochain webinaire. Aujourd'hui, tout acteur, en tout cas, se doit se munir d'un asset management, d'une solution de digital asset management. Et je le vis par exemple typiquement aussi à travers Michelin, qui est une des plus grandes marques aujourd'hui au monde, qui est au cœur de l'actualité, puisque vous voyez qu'ils sont en plein effort industriel sur production de masques et de ventilateurs. Et ben aujourd'hui, le plus important pour une marque comme Michelin, c'est typiquement de pouvoir distribuer l'ensemble de son contenu sur l'ensemble de ses sites internet. Et on va pas le faire, on va pas mettre à jour ses visuels un par un. On part d'une solution unique et cette solution unique, à travers des API, va permettre de distribuer ce contenu sur tous les points de vente, tous les sites internet. D'accord, donc qu'on soit une collectivité, un musée, une agence de com ou même Archimad, par exemple, un site, enfin un groupe d'édition, ça nous concerne, quoi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Effectivement, et je crois qu'aujourd'hui, on a aussi cette chance, qui était moins le cas, on va dire, qu'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on va dire, on était dans un cadre où, dès qu'on montait un petit peu sur certaines fonctionnalités ou avoir des capacités de traitement assez importantes, il y avait un problème de coût. Je le dis toujours, aujourd'hui, le marché du DAM est extrêmement varié et on part de solutions open source, voilà, donc qui sont sans licence, donc en dehors du service éventuellement pour la partie hébergement, à des solutions on va dire entreprises ou complexes. Donc en tout cas, il y a un panel et il y a un DAM pour chacun. Il faut simplement, après, effectivement, c'est ce qu'on va voir à la suite, savoir comment finalement challenger un petit peu, mettre au défi les éditeurs, afin qu'on ait la solution qui réponde à notre expression de besoin et au regard de notre métier. Alors justement, c'est quoi les principales fonctionnalités, les fonctionnalités clés du DAM? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est peut-être aussi une explication sur le fait que, je dirais, en dehors du monde anglo-saxon, où le DAM est pratiquement finalement dans l'ADN de tous, euh, c'est un petit peu ce problème, c'est finalement sur quel standard on se base, sur quelle norme on se base. Est-ce que c'est le dernier éditeur à la mode qui investit beaucoup et qui a raison? Est-ce qu'il faut croire des agences de conseil telles que Gartner, Forrester? Donc, c'est un monde qui est très complexe. La semaine dernière, on avait encore ce qu'on appelle le Chief Martech, c'est une organisation on va dire, d'un ensemble d'éditeurs, d'experts qui essayent de construire la carte marketing un petit peu du marché. Et c'est cette carte, je pense que vous avez tous vu, qui s'agrémente de centaines de solutions par an. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une espèce de jungle de solutions avec plus de 8000 solutions. Voilà. Bon, là, effectivement, on se retrouve dans une problématique, c'est comment choisir. Comment choisir quels sont les points sur lesquels on va pouvoir mettre au défi les éditeurs. Et en fait, au travers de la DAM Foundation, et notamment par exemple de la société IK Equity, avec lequel d'ailleurs je travaille avec toute l'équipe justement pour aider à modéliser, à améliorer ce modèle. Depuis 3 4 ans, ont été mis en place, même si les premiers principes étaient posés déjà il y a une petite dizaine d'années, mais on essaie de mettre en place finalement un certain nombre de points clés, et ces points clés, c'est ce qu'on appelle les 10 core. Alors ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on va essayer de mettre au défi une solution, on n'est pas du tout dans une relation où globalement je vous fais un chèque et vous mettez dans la liste. Ça, je pense que c'est super important. C'est extrêmement important d'être près d'expression de besoin du client et que c'est pas une question d'argent en tant que tel. Et là, pour le coup, un certain nombre d'éditeurs peuvent demander à être, entre guillemets, challengés sur ces 10 core et ça leur en coûtera rien. Voilà. Et ces 10 caractéristiques, bah, en fait, elles reprennent un petit peu le cycle de vie de l'actif numérique. Depuis le téléversement dans le système, depuis la sécurité, hein, Dieu sait qu'aujourd'hui c'est important au regard de tout ce qui est cloud, l'organisation de l'asset en tant que tel, sa transformation, comme je disais, le DAM est un moteur qui va avoir comme une des tâches créer ce qu'on appelle différentes transformations de l'asset, différents formats, différentes résolutions, différentes tailles, son enrichissement avec des métadonnées, euh, tout ce qui est processus aussi dans le DAM, c'est-à-dire avec des notions de validation,
la recherche bien évidemment, la prévisualisation, puisque là aussi on peut avoir différents types d'expériences utilisateurs, et tout ce qui va être publication. Et finalement, au travers de ces 10 caractéristiques, on arrive quand même assez bien à défier finalement une solution et voir qu'elle répond bien. On va mettre un score, et puis bah, c'est un petit peu comme à l'école, bah, celui qui a le plus gros score entre guillemets, est le meilleur. Tout ça, bien entendu, c'est remettre au ratio aussi de coût. Et je dis toujours le plus important aussi dans une solution d'âme, c'est le retour sur investissement et qu'on n'est pas obligé de dépenser 1 million de dollars, en tout cas pour avoir le bon système d'âme. D'accord. Alors, dans le DAM, comme dans d'autres solutions de gestion documentaire comme la GED ou le CM, on parle également de métadonnées. Mais là, on parle de quelles métadonnées exactement? Alors, au niveau des métadonnées, et là c'est vraiment le cœur de travail, je crois que c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant finalement dans ce travail-là, et d'ailleurs que vous reprenez très souvent et avec détail chez Archimag, et encore dans le dernier numéro, là, le numéro spécial, où finalement, depuis même la numérisation, depuis la gestion des archives, tous ces actifs ne prendront vie à un moment donné que parce que on a trouvé un moyen de classement. Alors ces moyens de classement, ils sont basés sur des métadonnées standards. Globalement, on a trois types de métadonnées. On a des métadonnées, alors je ne vais pas reprendre les termes anglais de implicite, explicite, etc. Mais globalement, on a ce qu'on appelle l'exif, qui est véritablement lorsqu'on va prendre une photo qui va être un petit peu l'empreinte technique de la photo issue du boîtier, avec énormément de caractéristiques techniques, pas forcément les plus intéressantes. L'IPTC, qui est un standard depuis 1965. Donc on va dire que c'est vraiment un des standards dans le métier. Et c'est un standard véritablement que je conseille à tous les niveaux, chez tout le monde, quel que soit finalement le type de marché ou le type de métier que vous avez abordé. En effet, l'IPTC a cette capacité à pouvoir venir s'enregistrer dans votre fichier. Et si vous faites le test, typiquement d'inclure de l'IPTC dans vos photos, alors vous pouvez le faire avec différents logiciels. Ça commence depuis Adobe Bridge, Lightroom, Photostation, enfin vous avez un certain nombre d'acteurs sur ce marché-là. Et si vous faites une recherche d'un mot-clé sur votre PC ou sur votre Mac, bah, vous verrez que vous retrouverez les assets. Donc voilà, il y a déjà ce premier intérêt où à partir du moment où on va indexer en IPTC, on se crée aussi une sauvegarde de ces métadonnées dans les fichiers, à condition bien entendu que le système d'App soit aussi capable d'écrire dedans. Et là, c'est là qu'arrivent les premiers écueils. Tout le monde n'est pas égaux à ce niveau-ci. Beaucoup d'éditeurs vont vous dire, sous couvert de problèmes techniques, non, bah, on ne fait pas comme ça, mais vous verrez que c'est beaucoup mieux ce qu'on vous propose. Moi, je dis toujours faire attention à ce niveau-ci, puisqu'à un moment donné, si vous êtes amené à un moment donné, ce que j'espère pas, mais changer de solution, là aussi, attention danger, un certain nombre d'éditeurs, encore malheureusement, vont vous faire payer pour récupérer vos assets et vos données. Et ça, c'est absolument inadmissible. Donc ça, c'est vraiment important. À partir du moment où si vous avez cette capacité de gérer vos métadonnées dans les fichiers, à ce moment-là, les datas, elles vous appartiennent. Vous faites une sauvegarde de vos visuels et si jamais vous êtes en litige, vous avez la capacité de récupérer ces photos. Et ces photos avec de l'indexation du PTC, elles peuvent être très facilement transférables dans un autre DAM qui va les réindexer. Là, j'ai représenté en fait un certain nombre de champs issus du logiciel Photostation. Il faut savoir qu'il y a plus de 200 champs en IPTC, donc on peut créer aussi des champs personnalisés. Donc il y a toute une mécanique vraiment très intéressante et que je vous engage bien entendu à vraiment, c'est important de prendre ce temps-là au départ. Maintenant, avec les dames, on va dire entre guillemets modernes, c'est-à-dire depuis une petite dizaine d'années, sont venus se greffer ce qu'on appelle des métadonnées personnalisables. Alors ces métadonnées, elles vont servir quoi? Elles vont servir typiquement à gérer des projets à l'intérieur d'un DAM. Et effectivement, chaque marque a son propre vocabulaire, ses propres métadonnées, très souvent issues d'un système soit interne de base de données, soit un système PIM pour Product Information Management, qui lui est vraiment la source unique et la référence unique de la data au sein de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir personnaliser un jeu de métadonnées aussi et les appliquer aux assets. Alors, à ce niveau-là, il y a des dangers sur lesquels il faut faire attention. Lorsque vous investissez dans une solution d'âme, vérifiez aussi que vous avez le contrôle de cette création de champ. Là, c'est aussi important, sinon on peut vite partir dans des travers. Dans tous les cas, vous comprenez rapidement que la métadonnée est véritablement au cœur du DAM, et je dirais c'est vraiment l'essentiel, puisque suivant la façon dont vous allez enrichir vos assets, évidemment, le moteur saura les restituer ou pas.
Alors on parlera un petit peu après d'intelligence artificielle et je rajouterai un petit bémol là-dessus. D'accord. Alors justement, hein, tu parlais tout à l'heure, tu as esquissé un portrait du marché du DAM. Bon, alors à quoi ressemble ce marché? Il y a combien d'éditeurs, grosso modo? Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer comment il se découpe? Alors c'est un marché qui effectivement, là ce que je vous ai représenté, c'est une carte qui est maintenant célèbre depuis quelques années et qui montre un petit peu sous forme de métro new-yorkais ou parisien la distribution des solutions autour d'axes très métiers. Alors c'est une représentation, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est jamais évident lorsqu'on a plus d'une centaine de solutions de dames à un moment donné de les classer. C'est vrai que néanmoins, et c'est le travail que fait le Ristory à ce niveau-ci, avec là aussi des super experts, des gens qui travaillent aussi avec des clients, donc qui remontent véritablement une expression de besoin réelle. L'idée, ça a été de classer finalement autour d'axes comme l'asset management en tant que tel, gestion d'assets et de ces métadonnées. Maintenant, on voit des solutions qui de plus en plus tendent vers une proposition plus marketing, et donc ils ont créé une branche spécifique. D'autres qui se rapprochent un petit peu plus du site web autour des CMS, donc ça, qui a permis de créer une autre branche. Je dirais que au global, finalement, vous avez une distribution de solutions. Sur cette carte, plus vous êtes au centre, plus vous êtes ouvert on va dire, à vous intégrer avec les systèmes d'information de l'entreprise, typiquement. Cette notion d'écosystème est très importante également, c'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui cette capacité à les récupérer et à publier de l'information. Maintenant, effectivement, suivant je dirais les pays, je le vois par exemple aux États-Unis où c'est très Gartner Forrester, donc là, ça sera compliqué de choisir quelque chose en dehors du listing qui est fait par ces deux entités, même, alors qui font un très bon travail. Mais bon, on est toujours dans cette notion de choisir une liste, alors que je pense qu'à un moment donné, surtout aujourd'hui, fruit de tout ce que nous apporte la technologie, il y a un moyen de ramener, en tout cas de challenger une solution, pas simplement sur une liste qui est fournie par des entités X ou Y. Voilà. En tout cas, c'est un marché qui est assez fourni et qui aujourd'hui se distribue depuis des solutions simples à des solutions plus complexes, à des solutions, bon, très peu encore ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qu'on va installer chez soi. Beaucoup de solutions hybrides, c'est-à-dire qui vont se retrouver à cheval et essentiellement du cloud. D'accord. Alors c'est quoi la différence justement entre de l'open source et une solution éditeur complète? Alors, je dirais que, en fait, c'est assez bizarre. C'est finalement quand on regarde, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, je vais prendre un exemple simple, la recherche. Beaucoup d'entre elles utilisent Elasticsearch, qui est le moteur de recherche. Donc, encore récemment, un client me disait, mais finalement, c'est quoi la différence? Et c'est vrai que c'est là aussi l'écart est pas forcément évident, et finalement, la différence va se faire avec l'expérience métier qu'aura pu réunir en fait l'éditeur autour de sa solution. Bon, j'aime souvent rappeler, il y a 25 ans, Steve Jobs était le premier à dire interdire ses ingénieurs de revenir travailler tant qu'ils ne s'étaient pas assis un certain temps auprès de ses clients. Mais je crois que c'est une vraie réalité, c'est quelque chose que je vois encore très souvent. À un moment donné, il faut être capable d'offrir la meilleure expérience client avec le meilleur retour sur investissement. Et que dans certains cas, bah, la solution open source, si on veut gérer par exemple sa photothèque, bah, on a de très bonnes solutions qui font le travail. Par contre, si on est une marque effectivement où on veut avoir des connecteurs avec des solutions, comme je le disais, de PIM, aujourd'hui tout le monde entend parler de Salesforce, donc dans ce manque de connectivité, effectivement, à un moment donné, bah, la solution open source n'aura pas forcément ces connecteurs. Maintenant, il faut aussi être réaliste, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes chez des marques, très souvent, vous êtes dans des environnements de sécurité extrêmement contrôlés. Très souvent autour, par exemple en France, de Microsoft, aux États-Unis plutôt d'Amazon. Donc la partie IT, la partie SI, ce qu'on appelle, a aussi son mot à dire en termes de sécurité, ce qui est important parce qu'il faut le savoir, on est entouré dans un monde où chacun essaye finalement de pirater les systèmes des uns et des autres, donc la sécurité est extrêmement importante à ce niveau-là. D'accord. Alors justement, alors je te laisse revenir sur l'info que la diapo précédente, parce qu'on a une question un petit peu qui est liée à ça. Il y a Jérôme qui nous demande, tu parlais tout à l'heure qu'il n'était pas indispensable de dépenser $1 million dans une solution de DAM. Mhm. Dans quelle zone de prix on peut démarrer quand on a des petits besoins? On peut imaginer que ça démarre à partir de combien Ouais. de DAM? Bah, je dirais que globalement, c'est en fait, en tout cas pour les acteurs du DAM, on a quand même une tendance qui est vers des solutions que l'on va payer au moins de plus en plus abordables.
Je voyais encore récemment la semaine dernière, là, alors notamment dans cette période où c'est compliqué, puisque effectivement, peut-être que les clients, les projets, on va dire, un petit peu à l'arrêt, et forcément les éditeurs sont en recherche, en tout cas, de créativité. Donc je voyais un certain nombre d'éditeurs qui venaient de faire tomber leur solution à une cinquantaine d'euros par mois avec 10 gigas. Et puis donc on est au niveau d'un Dropbox. T'es par exemple typiquement business avec quelques utilisateurs. Je dirais que maintenant plus globalement, aujourd'hui sur des solutions cloud, on va être autour de 500-800 euros par mois avec un ensemble technologique, avec un Tera par exemple de stockage, avec des multiples options qui vont permettre d'augmenter ces capacités d'archivage. Après, vous êtes, suivant les cas et suivant les éditeurs, suivant l'écosystème de connecteurs, on va dire que le marché moyen va être autour des 15 000 euros à l'année, entre 15 et 20 000 euros à peu près. Après, bon, chaque éditeur sera capable de faire du personnalisable et que même certains éditeurs classiques du cloud dans ces zones de prix, aujourd'hui, peuvent très facilement monter sur la personnalisation à plusieurs centaines de milliers d'euros très facilement. Voilà. Il faut voir que de toute façon, ça reste aussi un projet dans sa globalité, que derrière, il y a des notions suivant les éditeurs de déploiement, il y a des notions aussi de gestion de projet. Beaucoup d'éditeurs de cloud aujourd'hui sont beaucoup dans ces notions de gestion de projet, de personnalisation, ce qu'on appelle de sprint. Donc très facilement, votre solution de départ, elle peut vite grimper en flèche. Donc voilà, c'est toute cette globalité qu'il faut voir, en sachant que pour une marque aujourd'hui, on est très facilement quand même à une centaine de milliers d'euros à l'année, on va dire tout compris, projet inclus. Voilà. D'accord. Alors justement, il y a aussi, comme on voit pas la totalité de ta carte, il y a plusieurs participants qui se demandent où est-ce qu'on peut la trouver, cette carte que tu montres. Alors en fait, sur la Et- présentation, comme tu l'as précisé au départ, il y a plein de liens de partout. Donc il suffira de cliquer sur la carte et ça vous enverra directement à l'endroit où se trouve la carte. Ben voilà, vous avez donc la question. Voilà. Alors maintenant, on va s'attacher donc aux principales clés de choix d'une solution de DAM. Oui. Alors, c'est quoi? On les a déjà un petit peu évoqués. Je dirais que beaucoup de choses ont changé ces dernières années. Je dirais que moi, le premier, lorsque j'étais en agence au début des années 2000, la notion d'interface n'était pas forcément quelque chose qui était, on va dire, en priorité maximale. On était déjà bien content de voir des assets dans une interface web, et de faire des recherches et les retrouver. Maintenant, effectivement, fruit de toute l'avancée et de l'émergence des réseaux sociaux, et c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, pour vous citer une anecdote, typiquement il y a une dizaine d'années, j'étais effectivement avec le système proposé à ce client par l'entreprise, qui n'était pas forcément d'une grande, d'une expérience client extrême, on va dire, c'était plutôt rustique. Et là, la cliente m'a dit, mais bon, ok, c'est bien, mais je peux pas avoir un truc qui soit un peu plus sexy comme Facebook ou MySpace. Voilà. Et là, effectivement, c'est du vécu qu'on prend, on va dire, souvent comme ça, en pleine face, mais ça a vraiment été, fin des années 2000, en tout cas, le début de ce cheminement vers l'expérience utilisateur ultime. Et de plus en plus, je crois qu'aujourd'hui, tout à chacun, quel que soit le podcast, la vidéo que vous allez voir, on parle d'engagement client, on parle d'expérience utilisateur. Voilà, il faut que ça soit simple. Et Dieu merci, finalement, notamment depuis ces dernières années, les technologies ont facilité aussi cette approche. Euh, je dirais que schématiquement, là aussi pour reprendre un retour d'un de mes clients, ça a été, bon, moi je ne suis pas ingénieur à la NASA, donc il faut que ça soit simple. Donc il faut, de la même manière sur son smartphone, on arrive à apprendre très vite sans pratiquement manuel, il faut que le DAM, ça soit pareil. Donc du coup, on arrive finalement à ces solutions en sachant qu'elles sont influencées quelque part à un moment donné aussi par des grands éditeurs. Alors moi je dis toujours que bon, Adobe fait plein de choses, hein, tout le monde se travaille avec Adobe, avec la Creative Suite, en tout cas dans tout ce qui est PAO, design et agence. Et effectivement, Adobe est très fort sur cette partie de design et des portails comme Adobe Stock, etc. Aujourd'hui, c'est assez amusant de voir que je vois beaucoup d'éditeurs finalement suivre cette même voie, c'est-à-dire un champ principal en haut, un mur d'image, et en 3 clics, on accède au contenu très facilement et sans apprentissage. Donc voilà, en tout cas, cette expérience utilisateur, elle est majeure, elle est fondamentale.
Et si, en tout cas, on ne l'a pas, c'est compliqué pour l'éditeur d'aller vendre sa solution. Alors, on a beaucoup de tests qui permettent aussi de tester tout ça. Il faut le tester sur les mobiles. Il faut s'amuser à faire des glissés-déposés depuis vos ordis. Et là, vous aurez des réponses assez pertinentes. Le deuxième point, c'est la performance, parce que c'est quelque chose qui est très important à ce niveau-ci. Dès qu'on va être sur de la volumétrie, pour rappel, je disais qu'effectivement, le DAM, c'est un moteur. Bah, ce moteur, il faut lui donner des choix en tant que tel. Alors aujourd'hui, je dirais qu'auparavant, on achetait un serveur, il y avait X processeurs, mettait de la RAM, etc. Aujourd'hui, c'est un peu noyé dans tout ce qui est cloud, et c'est souvent compliqué de savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Évidemment, un éditeur va essayer de minimiser ce coût de process, parce que forcément, c'est de l'argent pour lui. Donc là, on a moins de visibilité. Maintenant, avec un certain nombre de protocoles de test, en téléversant des visuels, on arrive quand même néanmoins à challenger, à mesurer la performance, ne serait-ce que, moi je dis toujours, je prends toujours un TIFF très haute définition, un PDF un peu complexe, une vidéo 4K, et vous aurez une petite idée des performances du système, auquel j'ajouterai également la sécurité, qui est très importante. Il faut savoir que beaucoup de systèmes aujourd'hui sont faits, ce qu'on appelle sur des bases de front, c'est-à-dire que l'éditeur va utiliser sa propre API pour proposer une solution. Et qui dit API dit modularité, dit écosystème, mais dit aussi faille de sécurité. Donc là, c'est effectivement très important. En tout cas, cette notion d'écosystème, grâce aux API, elle est quand même fondamentale et elle permet vraiment d'intégrer le DAM au cœur du système d'information de l'entreprise. Et je terminerai par la partie analytics, c'est-à-dire tout ce qui est KPI, BI. Alors là aussi, je dirais que globalement, c'est pas forcément très bien fait chez la plupart. On se retrouve avec des petits logos ou des petites barres qui a téléchargé quoi et comment. Là, pour le coup, un Google Analytics fait beaucoup mieux à ce niveau aussi. Maintenant, on a aussi des technologies, notamment autour ce qu'on appelle du BI, Business Intelligence, qui permettent d'avoir des vraies belles intégrations. Parce qu'à un moment donné, c'est un investissement et il faut être capable de montrer, en tout cas à sa direction, à son entreprise, le gain d'une solution de DAM. Et là aussi, une solution de DAM bien, en tout cas, euh, prise au départ avec en tout cas la bonne équipe, la bonne expression de besoin, c'est une solution qui se rentabilise entre 12 et 18 mois. C'est pas 10 ans. Voilà. Si on est au-delà d'une année, c'est quand même compliqué. Donc voilà. En tout cas, les KPI sont importantes pour véritablement mesurer la performance de vos assets. Mais alors justement, hein, je reste sur les KPI, hormis de savoir qui a téléchargé quoi ou s'il manque peut-être, s'il y a des recherches qui n'aboutissent pas, ça sert vraiment à quoi dans une plateforme de DAM? C'est... Alors il y a une première chose qui peut servir, c'est par exemple simplement, en premier lieu, si on reste dans un cadre de photo, on a des métadonnées et les gens forcément cherchent un certain nombre de mots-clés. Bah déjà, avoir la capacité d'avoir une visualisation de ce que recherchent les gens. Et par rapport à ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas? Donc là déjà, ça donne aussi un retour au niveau des documentalistes pour typiquement avoir une mesure de la performance de la recherche. Si on se retrouve avec une solution où 80% du temps l'utilisateur ne trouve pas ce qu'il veut, c'est qu'il y a un souci. Donc il peut y avoir deux types de soucis, un souci simplement de métadonnées embarquées ou un souci de moteur plus technique, ou quelquefois les deux. Voilà. Donc dans tous les cas, ça c'est vraiment important, je dirais, pour les documentalistes, d'avoir une traçabilité de tout ce qui est mots-clés. Maintenant, au niveau métier, au niveau marketing, aujourd'hui, on parle de métadonnées appliquées aux fichiers, IPTC, etc. Des métadonnées aussi personnalisables qu'on va appliquer à une collection, à un projet dans le DAM, qui peut se sourcer aussi d'une autre information issue, par exemple, d'un ERP. Et à un moment donné, bah, comment mettre en musique tout ça? Et c'est là qu'aujourd'hui, des solutions de BI, alors il y a vraiment que, on va dire, trois quatre vendors qui sont partis là-dessus, c'est encore un peu tôt, mais il y en a certains qui font très bien le travail et qui arrivent finalement à travers des diagrammes extrêmement intuitifs, faciles, ont la capacité véritablement en une seconde, on voit tout de suite la performance, par exemple, d'un projet, des éléments qui n'ont pas été validés, par qui, pourquoi, comment, etc. Et ça, c'est véritablement l'ADN aujourd'hui de l'asset management aujourd'hui. D'accord. Alors, maintenant, on va parler peut-être des tendances. Tu nous parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les promesses de ce côté-là ou quelle est la réalité? Parce que Ouais, j'imagine que c'est déjà c'est. intégré Bon, alors dans les plateformes. ouais, je cite toujours, ça fait une petite année que j'ai lu le livre de Luc Julia, qui est le CTO là, de Samsung, et qui dit des choses assez intelligentes. Évidemment, c'est mieux que
toutes les analyses aujourd'hui de toutes les grandes organisations, que ce soit PwC, McKinsey, etc., vont vous dire que les clients recherchent plus d'intelligence, plus d'automatisation, etc., etc. Donc oui, c'est un fait. Maintenant, appliqué aux dames, là aussi, on est dans une notion d'expérience client et adapté aux besoins du client. Globalement, c'est pas parce qu'on va mettre des mots-clés dans tous les sens qu'on va apporter du service. En plus, on va créer très souvent ce qu'on appelle du bruit de fond. Et on peut très facilement se retrouver avec un système où finalement tout ce qu'on cherche, on ne le retrouve pas. Et vous pouvez faire le test hein, dans Google, ce qu'on appelle la recherche Google-like. Quelquefois, vous passez quelques pages avant de retrouver, et au-delà des notions de sponsoring de Google, c'est pas forcément évident. Donc je dirais que maintenant, un certain nombre de systèmes permettent aussi d'isoler cette information et de la rendre intelligente. On peut aussi la rendre plus intelligente, typiquement en y associant des notions de gestion de droit. Si je upload par exemple, si je téléverse un certain nombre de visuels avec des visages, versus le droit à l'image, je peux automatiquement, parce que le système va détecter des visages, les mettre dans une collection en quarantaine avant édition. Ça peut être une notion intelligente. Et je dirais même un petit peu plus loin, aujourd'hui, il y a des avancées qui sont assez intéressantes, là aussi pour améliorer l'expérience client, avec des sociétés françaises comme Content Square, qui vont étudier le parcours aujourd'hui du client dans le système. Aujourd'hui, dans tout ce qui est CMS, on est habitué à avoir des systèmes qui tracent finalement le parcours client. Bah là, c'est un petit peu. Et comme de plus en plus les systèmes modernes de DAM vont être faits de composants qui vont pouvoir être personnalisés, bah finalement, suivant le travail qu'on va faire, progressivement, un certain nombre d'éditeurs travaillent sur cette personnalisation de l'interface au regard de son utilisation. Donc voilà. Donc je dirais qu'il faut voir toujours le côté positif. C'est bien, il y a du mieux, on va vers de l'automation, on va vers de l'intelligence. Dans le cas de la vidéo, tout ce qui est speech to text par exemple est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut très facilement faire récupérer d'indexation des mots-clés. Mais là aussi, bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre tous ces mots-clés au sein de la recherche? Je ne sais pas. En tout cas, c'est à prendre précaution. Ça reste un outil qui doit rester sous contrôle. Alors maintenant, on a une question, et donc c'est le point d'après. En termes de déploiement, alors j'imagine que la majorité des projets sont en SaaS, mais justement, on a quelques participants qui nous demandent si on trouve aussi des propositions, des projets on-premise. Alors je dirais qu'il y en a encore un certain nombre. Il y en a un certain nombre, beaucoup moins. Ça va un petit peu dépendre finalement de votre métier. Moi, je le vois typiquement dans le cas, par exemple, des agences. Bah, les agences ont l'habitude de travailler avec leurs assets à travers des serveurs de fichiers, et parce qu'aujourd'hui, une double page InDesign, son rassemblement, ça peut vite faire plusieurs gigas. Alors même si on est connecté à la fibre, et Dieu sait que tout le pays n'y est pas encore, notamment en confinement, on peut voir que de temps en temps, ça peut être plus compliqué. Euh, je dirais que dans certains cas, typiquement d'agence, il faut ici, en tout cas, essayer de trouver un mécanisme qui privilégie une sorte de on-premise avec une partie cloud. Maintenant, l'architecture des systèmes modernes permet aussi d'avoir une certaine agilité, où finalement on va avoir ces mécanismes un peu de drive, ce que les éditeurs appellent ça, de DAM drive, qui vont partiellement en fait déposer une partie de la production sur des serveurs de fichiers pour avoir de la rapidité, mais en même temps recréer ce lien et en tout cas assurer la synchronisation après sur le cloud. Il y a d'autres métiers, par exemple comme la mode, où là, en tout cas, je connais certains acteurs de la mode où on part à la base d'une photo qui va faire 400 millions de pixels. Alors, il faut bien se dire que certains studios photos vont par exemple pouvoir être amenés à faire 30 000 fichiers RAW par jour. Vous comprenez là aussi très vite qu'il faudrait pratiquement une journée supplémentaire pour tout mettre sur le cloud. Donc là aussi, on va être souvent dans des systèmes hybrides. Et les architectures techniques vont nous permettre aujourd'hui quand même de répondre à cette demande, d'avoir une partie hybride production qu'on va faire, on va dire, au mieux dans le cadre de la production à gérer. Et une fois que les assets auront été transformés, retravaillés, optimisés, ils seront déposés dans le cloud, notamment au regard du portail client. Voilà. En tout cas, on est de plus en plus, et aujourd'hui, les dernières statistiques, c'est pratiquement plus de 80% des solutions d'âme sont sont des offres cloud. Alors là aussi, après, vous avez trois acteurs majeurs, Amazon, Microsoft et Google. Alors tout le monde sait qu'en France, notamment depuis Carrefour est parti avec Google, il y a une tendance à ce que la grande distribution parte vers ce qu'on appelle GCP, Google Cloud Platform.
Beaucoup de marques sont encore très Microsoft, donc un éditeur qui n'aurait pas de solution Azure, bah, c'est un peu compliqué d'aller vendre quelque chose aujourd'hui en France. Après, sur Amazon, il y a eu un départ assez fort au départ, puis pour des notions un petit peu de droit à la data, etc., on va dire qu'un certain nombre de solutions sont mises de côté. Voilà, ça va dépendre un petit peu des pays. En tout cas, le paysage actuel, il se dessine autour de ces tendances. D'accord. Alors, tu nous parlais aussi tout à l'heure qu'il ne fallait pas que l'information et tous ces médias et tous ces assets se retrouvent dans différents silos avec différents systèmes. Donc, il faut vraiment une seule solution. Il ne faut pas les multiplier. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est raison gardée. C'est-à-dire que pour des questions aussi d'optimisation de coûts, on ne peut pas s'amuser aujourd'hui, je pense, à déployer X système. Alors, je veux pas dire on va dire que c'est la leçon générale pour certaines questions stratégiques. Une entreprise peut avoir éventuellement un, deux ou trois dames, mais certainement pas six ou sept ou des dizaines comme je peux en voir aussi assez souvent, ou parce que simplement quelqu'un qui change de poste décide, bon allez, on remet tout à plat et puis on repart sur un appel d'offres. Dans un premier temps, je pense et c'est aussi un peu le fruit aussi que j'ai moi avec mes équipes, c'est on analyse, on essaye de tirer la quintessence de ce qu'il y a parce que quelquefois des systèmes peuvent parfaitement fonctionner, mais pour une raison X ou Y ou politique n'ont pas été mis en avant. Et puis en tout cas, si on repart sur une solution, c'est véritablement, surtout aujourd'hui, aujourd'hui, une solution on peut parfaitement la mettre à l'échelle au regard d'expression de besoin, que ce soit en termes de temps de calcul des assets, de volumétrie. Donc évidemment, garder une seule entité, un seul silo, un seul système. Au regard d'expression de besoin, vérifier cet écosystème, comme je l'ai précisé dans certains cas, comme par exemple dans tout ce qui est ce qu'on appelle le retailing, comme des gens comme chez Michelin, Total, Truffaut, tous ces acteurs par exemple qui ont besoin de distribuer leurs assets sur tous les canaux de communication. Voilà, il faut faire le bon choix au départ. C'est pas évident aujourd'hui parce que il faut toujours y penser aussi. Au fil des années, un certain nombre d'acteurs disparaissent, mangés par les uns et par les autres. Donc, il y a toujours un risque, hein, c'est-à-dire que c'est jamais évident de se dire, bon, est-ce qu'un tel sera encore vivant dans 3 ans? Dans tous les cas, et comme j'aime à le rappeler, un projet d'âme, c'est 5% de technologie et 95% de process humain. C'est ce que me rappelle très souvent Eric Chagnou, le CDO de chez Michelin, et je crois qu'il a parfaitement raison là-dessus. Et aujourd'hui, par exemple, si le digital marche très bien chez Michelin, c'est d'abord à cause des hommes. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est se préoccuper d'abord des process, des hommes, des assets. Aujourd'hui, une solution de dame peut pratiquement gérer à peu près n'importe quel type de problématique. Voilà. Alors justement, il y a Maëva qui pose une question et qui demande est-il possible de stocker des rushs vidéo dans un DAM ou est-il conseillé d'avoir un MAM pour l'archivage? Que conseillez-vous? Alors, c'est quoi déjà la différence entre un DAM et un MAM? Alors le MAM, Et ouais, le MAM est plutôt utilisé à l'origine pour tout ce qui est gestion vidéo. Et d'ailleurs, c'est justement ça, pour rebondir, là, cet après-midi, je démarre justement un nouveau webinaire sur DAM et vidéo parce qu'effectivement, c'est une vraie problématique. Globalement, alors on peut partir de la vidéo simple, on va dire classique, mais comme le précise, dès qu'on va avoir des rushs à gérer, et j'ai effectivement ce cas client aussi, où je me retrouve avec 600 Tera de rush. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas prendre 600 Tera fois X par mois, etc. Donc l'idée, quand on a en tout cas beaucoup de rush vidéo, c'est d'imaginer autre chose, de monter une sorte de mini-régie en tant que telle, où on va faire un classement véritablement ce dont on veut partager dans un format bien spécifique, voilà, et puis ce qui éventuellement on va garder en archive froide. Et aujourd'hui, on a des systèmes qui vont nous permettre de faire un petit peu la balance des deux finalement, où euh, par exemple, on va mettre une partie des roches sur ce qu'on appelle un glacier chez Amazon, qui est un coût de stockage bien moins important, 10 fois moins important un- qu'un système de production. Avoir une notion de qualification de ce process-là pour ne distribuer aux dames, on va dire une petite partie. Bon, maintenant, versus les projets, versus la diffusion, si on veut transformer le DAM comme certains éditeurs le font. Il y a certains éditeurs effectivement qui sont vraiment très orientés vidéo. Mais là, je vous dis que c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très facilement sur des centaines de terras.
on est sur des déclinaisons de langue, on est sur beaucoup de complexités qui font que aujourd'hui les solutions d'âme ne sont pas forcément toutes, en tout cas, bien armées pour le faire. D'accord. Donc on peut conseiller à Maëva qui pose la question de suivre le webinaire dans lequel tu interviendras juste après. Bah, juste à 4 heures, oui, effectivement, je démarre sur un webinaire qui reprend ce sujet-là, parce qu'effectivement, moi, j'ai ce problème-là au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait des 500 Tera de Roche, des 600 Tera de Roche? On sait même plus d'ailleurs comment commencer, parce qu'il y en a tellement que bon, chacun ne peut pas avoir non plus une session de travail ultra rapide avec plein de RAM, etc. Donc non, c'est pas évident, et que je vois de plus en plus arriver des flux 4K, qu'est-ce qu'on en fait? Et voilà, c'est toute une problématique qui est pas si simple que ça, en tout cas. D'accord. Alors pour conclure maintenant, quels sont les conseils que tu peux donner donc, à ceux qui nous écoutent et qui d'ici peu seront de retour au bureau et auront peut-être à cœur de revoir leurs outils, d'adopter un DAM et de Ah, mener à bien un projet dans ce sens? ouais, alors je dirais que en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de vous faire partager depuis le début, c'est véritablement toujours être dans l'audit et par rapport à vos assets. Très souvent, moi, je récupère souvent des disques à droite et à gauche avec un classement qui est tout sauf un classement. J'ai pas par exemple parlé aussi de convention de nom, mais c'est des choses qui sont également très importantes. Et puis après, une fois qu'on a commencé à faire un petit peu une inspection, une analyse de tous ces besoins-là, on peut commencer à partir d'expressions de besoins métiers, essayer de définir. Alors c'est beaucoup des méthodologies qu'on appelle design thinking aussi que je pratique avec mon équipe, où on essaye de modéliser la solution avec le client. Et finalement, la phase de ce qu'on peut appeler RFI, RFP, donc d'appel d'offres, elle n'est que finalement, l'émanence, c'est la quintessence de toute cette étude qui est passée. Et à partir du moment où on sait en tout cas exprimer clairement son besoin, je dirais que la solution, de fait, arrive plus facilement derrière. Après, avec toujours comme conseil, il faut véritablement j'ai tendance à dire, bon, une présentation PowerPoint c'est bien, mais en tout cas, ne croyez pas une démonstration sur une présentation PowerPoint. Venez avec vos propres assets, jouez avec le système. Je vois trop souvent des démos qui sont faites avec des JPEG de 30 kilos. Stop, c'est voilà, en 2020, aujourd'hui, on doit pouvoir jouer avec de la haute définition. Avoir ces petits réflexes de glisser-déposer entre des fenêtres. Il y a aussi des petites choses aussi dans le choix que je peux vous conseiller. Aujourd'hui, les navigateurs permettent d'afficher pas mal aussi du comportement du navigateur à travers ce qu'on appelle des consoles JavaScript. Bon, quelquefois, c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe. Ça peut cacher un certain nombre de choses. Et puis au final, bah, parce que quelquefois l'approche peut être un peu technique, bah, l'idée c'est de s'entourer de gens qui peuvent éventuellement vous accompagner. Et le marché fait, en tout cas, on a la chance en France d'avoir un certain nombre d'organismes et d'organisations, de conseils. Et là pour le coup, je suis extrêmement, on va dire, extrêmement ouvert. Je pas simplement de notre société, mais véritablement, beaucoup, en tout cas, de mes confrères et collègues, en tout cas, sont parfaitement aussi efficients là-dessus. Très bien. Bah, écoute, merci Frédéric pour ces précieuses informations. Alors on a plusieurs questions avant le mot de la fin. Alors il y a Rosa qui nous demande également, est-ce qu'il y a des solutions qui proposent des systèmes de traduction de métadonnées embarqués, c'est-à-dire de l'anglais au français par exemple? Alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé, notamment dès qu'on va être dans des notions de... moi, je le vois au niveau des marques, de la distribution de contenu sur des plateformes e-commerce, parce qu'effectivement, un produit a une description avec un certain nombre de champs dans une langue. Alors là, très souvent, un DAM, au moins, aura au départ la capacité de proposer un nouvel onglet qui permettra d'avoir une traduction qui sera certes manuelle. Maintenant, aujourd'hui, on a un écosystème de solutions périphériques telles que, par exemple, DataWord, telles que SDL, qui vont permettre de faire de la traduction de ces champs. Alors tout ça, bien entendu, c'est dans un contexte, il faut effectivement vérifier le contexte métier. Mais un certain nombre de dames possèdent en tout cas des connecteurs à des plateformes de traduction entre guillemets automatiques, sur tout métier, on va dire. Après, ça a aussi un coût, hein, il faut aussi voir ça. Dans tous les cas, si on ne peut pas avoir cette connexion, on peut au moins avoir la possibilité de personnaliser les champs de métadonnées de notre asset et en tout cas d'y pouvoir y adjoindre notre propre traduction à travers un process, on va dire, plus humain et métier.
Il y a aussi une question de Roger qui nous demande, y a-t-il des éditeurs de DAM spécialisés dans des secteurs d'activité, par exemple le secteur public? Est-ce qu'il y a vraiment des solutions qui sont dédiées à certains secteurs particuliers ou Alors, je c'est dirais que, extrêmement ouvert? ouais, par exemple, sur les 2 dernières années, beaucoup d'organismes publics font des appels d'offres, etc. Alors, il y a souvent des contraintes budgétaires qui font que les très gros acteurs du marché sont rarement dans ce périmètre-là. Ce qui donne d'autant plus d'ailleurs on va dire, de cachet à des solutions open source qui sont de plus en plus légitimes à ce niveau aussi. Bien entendu, ça va dépendre du budget, hein. Je vois de temps en temps des budgets, on a entre 25 et 50 000 euros pour faire un projet d'âme. Bon, bah, faut pas, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, si on part d'une solution open source avec un peu de service, on y est vite. Donc voilà, en tout cas, les solutions existent à tous les niveaux. Je crois que véritablement euh, on peut sourcer différents types de solutions, en tout cas sous l'open source, des solutions intermédiaires, Azure, Amazon, ou des solutions plus complexes. Évidemment, des très grands groupes comme L'Oréal, etc., vont très souvent partir sur des solutions très 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 complexes, mais qui peuvent aussi mettre du temps, hein, et du temps aussi à se mettre en place. La complexité n'est pas non plus un avantage à ce niveau-ci. En tout cas, on a la liberté du choix, aujourd'hui comme on ne l'a jamais eu auparavant. La liberté de choisir les bonnes technologies, de pouvoir tester, de pouvoir véritablement challenger tout l'ensemble de ces éditeurs. D'accord. Alors, on a encore quelques questions. De toute façon, on a encore quelques minutes pour y répondre. À un moment, tu parlais également de la possibilité que la solution de l'éditeur de DAM disparaisse. Euh, et que Simone se demande comment peut-on récupérer les données qui sont stockées dans un DAM qui va disparaître ou qui a disparu. Alors, alors là, c'est une très bonne question. Je pense que toute personne qui a géré un projet d'âme va forcément rencontrer ce problème-là. Et c'est ce que j'évoquais au niveau des métadonnées. Là, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Malheureusement, trop souvent, un certain nombre d'éditeurs, et là j'ai un peu de mal à m'inscrire dans cette lignée-là, vont faire débourser on va dire un forfait pour récupérer et les assets et les métadonnées. Bon, c'est pas vraiment l'esprit du DAM en tant que tel. Et en tout cas, si on a bien pris le projet à la base, avec les recommandations que je vous ai données en termes de, par exemple, d'IPTC, en tout cas de gestion de ces métadonnées dans les fichiers, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver, hein, typiquement. Au moment aussi d'embarquer dans une nouvelle solution, ça fait partie de votre expression de besoin, la demande de pouvoir, lorsque je télécharge mes assets, de pouvoir avoir les métadonnées incluses dedans. Un éditeur saura vous le faire, il ne va pas forcément vous le dire, parce qu'à un moment donné, la data est toujours un moyen d'échange, mais en tout cas, vous pouvez l'exprimer, ce besoin. Et ça, je pense que c'est important. La capacité aussi à pouvoir exporter en masse. Parce que très souvent, on parle de téléversement en masse, mais on parle rarement de récupération en masse. Et je prends le simple exemple que j'avais encore ce matin, où je récupérais 600 visuels dans un Google Drive. Bah, si vous regardez le temps de faire le zip, etc., globalement, vous avez eu entre-temps 3 déconnexions. Enfin, c'est juste impossible. Voilà. Bah, chez un certain nombre d'éditeurs, c'est à peu près ça. Essayer de récupérer 600 assets d'un coup, le temps que l'archive soit faite, etc., il peut se passer du temps et puis ça ne va jamais arriver au bout. Donc ça aussi, ça fait partie au tout départ, quand on va monter son projet, quelles sont les voies de transfert possibles. Alors, sans parler de FTP, SFTP, où on est sur des anciens protocoles, même si ça reste encore d'actualité, notamment pour tout ce qui est presse. Aujourd'hui, on a la capacité aussi d'aller transférer un grand nombre d'assets sur ce qu'on appelle des volumes S3 chez Amazon, où là, on pourra récupérer plus facilement. Dans tous les cas, faites aussi le test. Moi, je dis simplement, vous, dans votre DAM, vous faites afficher. En principe, les éditeurs vont se limiter à 5000 vues par fenêtre pour éviter des problèmes de cache. Mais prenez simplement 150 visuels, vous les téléchargez, vous regardez le temps que ça prend et comment ça se passe. Et ça peut être assez intéressant pour la suite. D'accord, parfait. Alors une question, il nous reste deux questions. Une question de Gaël qui demande, qui dit que tu as parlé à un moment d'archivage. Est-ce que le DAM peut faire de l'archivage à valeur probante? Alors en tout cas, certaines solutions le permettent. De plus en plus, les solutions cloud de fait vont être connectées typiquement à des systèmes comme chez Amazon qui s'appellent le glacier, où on va pouvoir faire de la mise offline d'assets.
à moindre coût de stockage. Vous avez aussi certains DAM, alors notamment par exemple dans la vidéo, justement pour rebondir sur ce point, où là je suis avec notamment deux trois clients qui font de l'archivage via un système qui est parfaitement adapté à ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de l'archivage offline, mais conserver dans le DAM la capacité de recherche. Et à ce moment-là, on va rechercher, on va voir que ces assets sont offline et demander leur désarchivage. D'accord? Donc en tout cas, il y a des mécanismes technologiques qui existent, très souvent liés d'ailleurs aux problématiques de vidéo, versus bien entendu la volumétrie. Et dans tous les cas, pour d'autres acteurs, on a des process d'archivage d'assets très souvent liés aux processus technologiques embarqués sur Azure, Amazon, etc. D'accord. Et une dernière question, est-ce qu'on peut envisager et comment on assure l'articulation entre une GED et un DAM? Est-ce que tu as Alors oui, des effectivement, conseils à donner de ce côté-là? je dirais que souvent, beaucoup de projets de JED aujourd'hui sont de plus en plus enclins en tout cas à avoir une expression de besoin sur le DAM. Alors vous avez certains éditeurs qui ont cette capacité de faire, très souvent c'est ce qu'on appelait à la base d'ailleurs de l'ECM, Enterprise Content Management, qu'on entend un petit peu moins, mais certains acteurs étaient justement à travers ces systèmes avec la capacité d'embarquer des systèmes en tout cas de proposer des systèmes de GED et en même temps d'avoir cette connexion à du DAM. Maintenant, ça va vraiment dépendre des systèmes de GED en tant que tel. Là aussi, si vous êtes un système avec un petit peu ancien, sans ce qu'on appelle d'API, bah, ça sera compliqué de connecter les deux, à moins de faire un peu de bricolage. D'un autre côté, de plus en plus, on va quand même vers une voie, et heureusement pour l'expression de besoin utilisateur, de connectibilité. C'est-à-dire de plus en plus, les systèmes sont intelligents et en tout cas savent se communiquer, soit à travers une connexion directe, à travers un connecteur, soit à travers des imports-exports XML. Voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont pour l'instant très souvent du développement personnalisé, la plupart du temps, sauf à prendre un éditeur qui éventuellement a cette capacité à faire de la GED et du DAM. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, une dernière chose avant de conclure, est-ce que tu peux nous donner le lien de ce webinaire DAM et vidéo que tu enchaînes juste après? Alors, je ne sais pas par quelle manière. Est-ce que tu as Bah, l'adresse ouais, ou est-ce que c'est disponible sur ton ouais, site? le plus simple peut-être, c'est d'aller, si vous allez sur LinkedIn et que vous cherchez mon nom, un des derniers posts, représente, j'ai mis un post avec le lien. Voilà. Je peux pas faire plus simple là Ok. en tant que Très tel. bien. Et sinon, si vous allez sur Oui, non, LinkedIn, mais c'est déjà très bien. voilà. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, alors on va conclure ici pour aujourd'hui. Merci, merci Frédéric, merci à tous. Donc, je vous rappelle qu'il y a 3 autres webinaires qui sont organisés par Archimag et qui sont prévus autour du DAM et de la valorisation des ressources multimédia. Donc, le 5 mai à 10 heures sur le DAM au service du retail et du e-commerce. Le 12 mai sur le DAM à 10 heures également. Et là, il n'y aura pas de changement d'horaire sur le DAM au service du brand content et du packaging. Et le 19 mai à 10 heures également. Là, cette fois-ci, c'est voilà, sur la gestion et la valorisation de son patrimoine audiovisuel. Ce sera un peu moins d'âme, mais on en parlera quand même. Et je crois, Frédéric, que de ton côté, hormis ce webinaire Et les de tout de suivants. suite, là, il y a Ouais. d'autres webinaires qui sont prévus. Ouais, alors là, du coup, alors pour le coup, ça sera en anglais dans le texte pour être, on va dire, assez international. En fait, c'est en rapport au travail que je fais avec la société IQ Equity, ex-Dam Foundation, et qui travaille sur ces notions de caractéristiques d'âme pour justement essayer en tout cas, de trouver un standard. Et justement, on a pas mal travaillé cette dernière année sur l'évolution de ce standard au regard de l'expression de besoin client. Donc là, c'est une série de 6 webinaires. Bon, c'est de l'anglais d'Oxford, hein, donc c'est très compréhensible néanmoins, qui vont s'étaler entre le 26 mai et le 4 août. Alors, c'est jamais évident de trouver une bonne période parce qu'on ne sait pas trop entre les uns et les autres quand est-ce qu'ils déconfinent ou pas. Dans tous les cas, sur le site, vous retrouverez l'ensemble de ces dates, les enregistrements, tout ça c'est gratuit bien entendu. Et véritablement, on rentrera dans le détail technique de tous ces aspects que j'ai évoqués beaucoup plus longuement puisqu'on a 6 sessions. Et en tout cas, je vous encourage à les suivre parce que beaucoup de choses intéressantes vont être dévoilées durant ces webinaires. Bah, parfait. Alors, merci en tout cas, merci encore à tous. Et n'oubliez pas hein, de vous plonger joyeusement dans ce guide
X66 d'Archimag, d'aller fouiller sur archimag.com, vous retrouverez forcément des réponses à toutes vos questions sur le sujet. Et puis, nous vous enverrons par mail les coordonnées de Frédéric Sanui, la présentation, le lien vers le replay si vous en avez besoin. Vous aurez toutes les informations et les liens cliquables sont dans la présentation. Voilà, écoutez, les 15h30, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite des aventures sur le thème. Merci Voilà. bien. Au Au revoir revoir. Frédéric.